Bonjour Dieudonné, Bonjour. comment ça va? Bien, ma foi, il fait un peu froid ici en Belgique. Je viens du Cameroun, moi j'y étais il y a pas longtemps, et il y a toujours un choc thermique un peu impressionnant. Mais avec la Belgique, c'est encore plus impressionnant qu'avec Paris, j'ai l'impression. Bienvenue dans le média Aloha News, dans le format Cancel. On va parler de votre carrière ainsi que les différents pans de votre carrière depuis 35 ans. Avec le regard actuel, comment est-ce que vous observez votre parcours? C'est une carrière un peu atypique. J'ai mis mon talent à l'épreuve, on va dire. Et je dois dire que ça correspond à ce que je voulais faire, je crois. C'était apporter à ma catégorie, enfin du rire dans le domaine culturel, un élargissement certaines limites. Alors je suis allé au bout de ce que je pouvais faire et je suis assez content de mon parcours. Beaucoup de jeunes humoristes viennent me voir, me disent Dieudonné, merci, tu nous as bien aidés, tu nous as en tout cas inspirés, donc tant mieux. Et puis là, doucement, j'arrive à l'âge, à 57 ans, à l'âge de la transmission. Donc je transmets un peu cette expérience assez unique par comment dire, enfin toutes les expériences sont uniques, toutes les carrières sont uniques, mais la mienne a ce site particulier qu'elle a été confrontée, on va dire, à une certaine censure assez virulente. Et je crois qu'une société qui censure le rire, c'est une société qui est pas bien, qui est malade. Et donc moi c'était en tout cas mon lot à moi, c'était d'affronter cette épreuve, cette époque. Et je suis assez content de l'avoir menée telle que je l'ai fait. J'ai fait aussi des erreurs. J'ai été dans certaines outrances, certaines surenchères, mais ça doit me correspondre. Et puis aujourd'hui, encore une fois, au moment où je m'apprête à partir un peu en Afrique, au Cameroun, eh bien, j'ai l'impression du travail accompli, en tout cas dans le domaine du rire. Et puis, il me reste encore quelques années, hein, mais j'ai fait le plus gros de ma carrière. Il est derrière moi maintenant. Vous avez parlé de transmission. Que voulez-vous transmettre aux humoristes ou peut-être au-delà des acteurs de l'humour? Alors aux artistes en général, c'est élargir un peu le champ d'expression. Il y a eu dans les années qui me concernent, mes années d'activité culturelle, un rétrécissement de l'espace d'expression. Je pense que des humoristes comme Coluche ou des proches ne pourraient pas s'exprimer aujourd'hui dans cette époque comme ils pouvaient le faire en leur temps. Alors moi, je suis arrivé dans cette époque-là. Cela dit, voilà, ce sont des obstacles qui vous sont imposés par l'époque, par le contexte, voilà. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Je me suis adapté et je pense que ça a fait de mon parcours un parcours assez atypique, ce qui fait que je peux transmettre aux jeunes générations maintenant, le fruit de cette expérience, notamment devenir plus indépendant par rapport au système. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin des médias pour pouvoir remplir mes salles de spectacle, vous le verrez ce soir. Euh, Plus besoin de passer par des billetteries officielles qui, elles aussi, peuvent à un moment ou à un autre vous bloquer, donc vous censurer. J'ai pu jouer dans des endroits très atypiques comme ici, là, dans des chapelles, dans des champs, dans un bus, mais aussi, et pour terminer, dans un zénith, puisque je serai au Zénith de Paris le 14 septembre prochain. Donc c'est une carrière qui est étonnante, puisque la veille du Zénith, je serai encore dans mon bus, et puis voilà. Mais que le spectacle, je pense que je pourrais expliquer ça aux jeunes artistes qui se lancent dans cette aventure extraordinaire, parce que c'est quand même un métier fantastique. J'ai eu la chance, malgré les contraintes, d'exercer une profession extraordinaire. Donc, je pourrais leur expliquer que c'est aussi dans ces moments-là, par le travail, qu'on arrive à surmonter certains obstacles. Vous dites que l'espace d'expression se réduit. À quel moment durant votre carrière vous avez observé cela? Je pense que j'ai été, en tout cas pour ce qui concerne de la France et la Belgique aussi, euh, un, un baromètre. J'ai été un révélateur en fait chimique de ce rétrécissement, puisque je suis le premier artiste à avoir subi autant de procès pour des spectacles. Je suis le premier artiste, c'était en Suisse il y a pas très longtemps, enfin c'était il y a quelques années. L'un de mes personnages a été condamné
euh, pour ses propos. C'est ce qui est une première en Europe. Et c'était en Suisse, un pays prétendument neutre, mais enfin bon, visiblement, il n'était pas tant que ça. Et donc voilà, j'ai fait progresser, on va dire, l'humour jusqu'à ses limites, quoi. Et la limite de l'humour étant, à un moment donné, la sanction d'un personnage. Donc ce personnage ne peut plus s'exprimer. Donc c'était assez extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai envie de passer dans une autre étape de cette carrière, c'est la transmission, et donc d'apaiser les tensions avec ceux qui pouvaient être identifiés comme des adversaires. Je pense notamment à des associations juives ou des gens comme ça. Bon, je pense que le temps est venu, la vie est en mouvement, eh bien, de passer à autre chose. Je ne veux plus être cet épouvantail, ce représentant de l'antisémitisme, parce que je ne l'ai jamais été, en fait. Je me suis laissé entraîner dans un jeu de la surenchère, mais il y a, comme dans toutes les communautés, dans cette communauté-là, des gens belliqueux, haineux, et je les ai eus en face et on s'est foutu dessus. Bon, bah voilà, maintenant, moi, je leur en veux pas, c'est terminé, je suis passé à autre chose. Dans une de vos interviews pour le média L'Impertinent, vous dites: j'ai l'impression qu'il y a une démarche politique à la fois en tant que journaliste et celle de l'artiste qui monte sur scène, on exprime son point de vue qu'on le veuille ou non. Quel a été le point de vue principal de votre carrière et est-ce qu'il a évolué avec le temps? Bon, ce qui est resté, c'est que je suis un artiste d'origine africaine qui a évolué en France. Donc, le traitement réservé aux Africains, de toute façon, est un traitement particulier. Moi, je suis un enfant de la colonisation, je suis un enfant de l'esclavage. Bon, nous avions un rôle vraiment. On nous a accordé certains secteurs d'activité, le sport, le rap. Mais l'humour, j'étais un des premiers et je pense avoir tenté d'exprimer un rire, le rire de l'esclave, c'est-à-dire un rire qu'on n'avait pas encore entendu, c'est-à-dire le rire d'un peuple qui s'en est pris plein la gueule, qui continue d'ailleurs à s'en prendre plein la gueule, mais qui a aussi la faculté de rire et de rire de lui-même. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à partir du moment où des artistes blancs arrivaient à rire de la traite des Noirs et ben, je me suis autorisé des choses. Voilà. Bon, j'ai été sanctionné, mais je crois que j'ai mené ce combat pour l'égalité, en tout cas, et les chances des Africains ici en Europe. Je retourne maintenant en Afrique. Je pense avoir fait mon travail et je pense avoir inspiré une jeune génération aussi d'Africains, mais de blancs aussi et d'occidentaux. Mais je sais que chez les Noirs notamment, je suis devenu effectivement un symbole d'émancipation, enfin d'évolution en tout cas. Émancipation, ça sera les générations qui vont arriver. Moi, je me situe entre les générations qui ont été entièrement soumis, qui ont fermé leur gueule, et puis celle qui commence à se libérer, quoi. Donc voilà, je pense avoir ma place dans cette histoire. Je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Je crois que ce nom-là, il a résonné comme à un moment donné le nom d'un insoumis à cette censure, à ce système qui fait de nous des esclaves. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus une question de noir et de blanc, puisqu'une bonne partie des blancs, je pense aux gilets jaunes, je pense aux antivax et tout ça, aujourd'hui, se sentent esclaves d'un système. Donc, bon, bah, bienvenue au club, j'ai envie de leur dire. Vous êtes des nègres, en fait, vous êtes considérés aujourd'hui comme des noirs, donc vous savez ce qu'on a vécu, vous savez ce que j'ai vécu et vous savez ce que ma carrière entière en fait représente. Dernièrement, j'ai interviewé Kémy Séba. Ce dernier, en parlant de la guerre en Ukraine, nous parlait d'un conflit entre le monde moderniste et un monde traditionnaliste. L'Occident, quelque part, qui représente le monde progressiste et moderniste, et d'autres continents ou d'autres nations, telles que l'Afrique notamment, représentent le monde traditionnaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 100%. Kémy est mon petit frère. Je l'ai vu grandir, évoluer. Je suis très fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de revenir aussi en Afrique et de m'investir chez moi, dans mon village, comme il le fait. Bon, j'ai pas cette prétention d'être politique. Moi, je suis un artiste.
mais je l'observe, je le suis. Il a raison. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre en Afrique. Alors, je sais que ça, ici, c'est devenu le symbole de la démocratie que de faire la promotion de tous ces mouvements LGBT, tout ça. Euh, alors, moi, je suis pour le respect de chacun. Chacun doit pouvoir vivre en pleine liberté tout ce qu'il a envie de faire, mais de là à faire de modèles les systèmes transgenres, les choses comme ça. Bon, moi, je dois dire que ça va être un système qu'on doit pouvoir, au moins dans le champ humoristique, on doit pouvoir s'en amuser. En tout cas, en Afrique, c'est impossible, c'est interdit. Enfin, c'est même pas interdit, c'est que les gens s'interrogent même pas sur ce genre de choses, quoi. Il y a certainement l'homosexualité, comme dans tous les pays, des choses, mais et les gens gèrent ça chez eux. Mais le fait dans l'espace public, d'avoir, comme aux États-Unis, par exemple, comme si c'était un modèle de liberté d'avoir un homme avec une perruque qui pense qu'il est une femme. Mais s'il le pense, c'est bien, mais j'ai le droit, moi aussi, de penser que c'est pas possible de ne pas le voir comme une femme. Et puis, si lui a envie d'être une femme, c'est, en fait, moi, je suis un humoriste, et le genre humoristique n'est pas autorisé. Donc, je vois pas pourquoi se mettre une perruque sur la tête, ça serait autorisé, je veux dire, à un moment donné. Je veux dire, où se trouvent les limites de la liberté d'expression? On nous demande de se faire couper la bite et encore une fois, là, c'est mon métier d'humoriste qui me pousse qui pousse le raisonnement jusqu'à cette provocation. Mais derrière la question qu'évoquait Kémy et qui parlait du traditionnalisme, c'est il y a plutôt une sorte de dérive aujourd'hui en Occident de savoir où se trouvent les libertés. C'est-à-dire que il y a une sorte de bon sens qui détermine les libertés. Ici, le bon sens, j'ai l'impression, a quitté ceux qui se prétendent sages me paraissent perdus. Et je ne dis pas qu'un homme n'a pas le droit de devenir une femme. C'est pas la question. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il a envie. Mais donc, j'ai parfaitement le droit de dire que pour moi, quand je vois un homme avec une perruque qui prend, de rigoler de cette situation. Même, alors s'il y a de la souffrance, il exprime sa souffrance. Mais alors le mieux, c'est de pas mettre une perruque et de rester chez lui, parce qu'autrement, il y a beaucoup de gens, et en Afrique notamment, qui vont rigoler parce que ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Enfin, alors il y a le côté spectaculaire. Mais encore une fois, j'espère pouvoir discuter avec des membres de ce mouvement qui me paraît très très, on va dire, symbolique de ce que l'Occident aujourd'hui prône comme de liberté d'expression. C'est-à-dire c'est ça, c'est un débat en France d'ailleurs. C'est le wokisme, ce système transgenre Q+. C'est un vrai débat. Alors, et si à partir du moment où on a le droit d'en rire, je veux dire, il n'y a pas de souci pour moi. Mais chacun fait ce qu'il veut, mais on doit pouvoir rire de tout. Par contre, dans certains pays d'Afrique ou dans d'autres endroits du globe, l'homosexualité est condamnée tout court, quoi. Au Cameroun aussi, au Cameroun aussi. Enfin, dans l'espace public. Et vous imaginez bien qu'il n'y a pas des caméras chez vous mais au Cameroun, c'est pareil. Ouais. Bon, bah, moi, ça ne me dérange absolument pas que ce soit interdit dans l'espace public. Maintenant, si des gens ont envie de se montrer dans l'espace public dans ce type de relation, peut-être il faut qu'ils aillent ailleurs. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je comprends que ça puisse déranger la Gay Pride à Yaoundé, donc ça, il y en aura pas. Mais pour moi, la Gay Pride, c'est pas le symbole de l'évolution positive. Maintenant, ceux qui participent à ça, certainement, ils doivent le penser. Et je suis vraiment, j'aurais envie de discuter avec eux, simplement de savoir comment on pourrait rire ensemble et avancer ensemble, parce que leur pleurniche sur j'ai pas le droit de me montrer en string sur un char, moi ça me fait marrer. Je veux dire, moi j'ai pas envie de te voir spécialement sur un char de la Gay Pride. Enfin, ça me fait pas plaisir de te voir. Enfin, pour moi c'est pas terrible, quoi. Mais bon, si pour lui c'est important de le faire, je veux dire, je suis pas en guerre non plus contre ces mouvements-là. Mais je pense que bon, voilà, je suis aussi d'une génération peut-être, d'un style d'Afrique où on comprend pas trop, mais moi je suis ouvert à la discussion. Au cours de votre carrière, on vous a fait passer pour un militant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette posture à laquelle on vous a assigné? Je suis un homme noir, donc alors si ça c'est être un militant, oui. Donc je connais, je sais ce que ça veut dire.
Je suis un humoriste. Kémy est un militant, il a décidé d'en faire son métier. Moi, mon métier, c'est de faire rire. Et ça continuera. Et maintenant, de transmettre cette expérience et ce savoir-faire aux jeunes générations, notamment au Cameroun, mais aussi en Europe, puisque pour moi, je suis pas racialiste. Pour moi, il y a autant de connards chez les Noirs en Afrique que chez les Blancs en France. Pour moi, c'est exactement l'égalité parfaite. Donc, mais je suis bien, c'est vrai. Et plus je vieillis, et plus finalement, je me trouve très très bien, voilà, dans mon village là-bas, parce que c'est plus simple. Mais je garde une admiration inconditionnelle pour le peuple français, pour les Gilets jaunes, pour la culture française. Voilà, je fais partie de cette génération d'Africains. En ce qui concerne votre retour au Cameroun, est-ce qu'il porte un message politique? Non. Un message humain, euh, un message ewundo, mane mbala. Ça veut dire que je suis le vieil éléphant qui rentre chez lui, quoi. C'est-à-dire, on est tous issus, on a tous des origines, on a tous un point de départ. Moi, c'est là-bas, donc voilà, j'ai la chance de connaître mes racines. J'ai la chance de pouvoir me rendre sur la tombe de mes ancêtres. Je sais où ils sommeillent, au bord du Nion, donc pas très loin de Yaoundé. Et pour moi, ça me paraît tout à fait naturel de faire ça et que mes enfants me regardent faire ça et qu'un jour ils aient envie de faire ça. Ça me paraît logique. J'ai regardé un petit peu sur Internet et les gens disent, voilà, Dieudonné est en train de changer, ou en tout cas, il a fait une lettre de pardon, mais ce qui est dérangeant, c'est ses liens avec Alain Soral. Quels sont les liens que vous entretenez aujourd'hui avec Soral? Je n'ai plus aucun lien avec Alain Soral. En fait, Alain Soral a rompu tout contact à partir du moment où j'ai demandé pardon, j'ai fait publier une lettre de demande de pardon aux gens que j'avais pu blesser dans un journal israélien, Israël Magazine. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit que j'avais trahi. Alors je lui ai demandé quoi, mais il m'a pu répondre. Euh, bon, moi je pense que sur mon parcours, j'ai blessé des gens, c'est sûr, peut-être entraîné dans une sorte de surenchère. C'est-à-dire, j'ai voulu répondre et puis je suis humoriste, donc la provocation, ça fait partie aussi de mon mode d'expression. Donc oui, je me suis laissé aller à la surenchère. Et en face aussi, hein. Et je pense qu'Alain aussi a subi en face des choses qui n'étaient pas normales et des procès qui n'étaient pas normaux. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai fait des blagues, par exemple, à un moment donné, on m'avait dit que j'étais responsable de certains attentats, par mon discours, par mon travail, que j'avais même responsable de meurtre du jeune Ilan Halimi, et j'avais répondu par un sketch, et ce sketch a pu blesser la mère d'Ilan Halimi, et j'avais besoin de présenter mes excuses, de lui dire bon bah si je vous ai blessé, je vous demande pardon parce que ça n'était pas mon objectif. Je n'ai jamais voulu, en fait, je n'ai aucune haine envers cette femme. J'ai des enfants moi-même et ce qu'elle a vécu est atroce. Et je n'ai pas du tout envie de la blesser. Donc, et je pense important au moment où je fais autre chose de ma vie, eh ben de faire une mise au point sur ce genre de saillie drôlatique qui ne l'était pas. Il y a Alain Soral, mais on vous a vu aussi avec Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de gens, justement, ne comprenaient plus trop ce qui se passait. C'était quoi votre objectif? C'est-à-dire que je pense qu'on a pensé à notre place. J'ai grandi dans l'antiracisme. C'est-à-dire que j'ai été instrumentalisé de manière politique par la gauche française pour soi-disant un combat antiraciste, mais en fait on était les tirailleurs sénégalais du champ politique. Et j'ai voulu comprendre par moi-même. Et ce que je veux dire à tous les jeunes Français d'origine ou Belges d'origine africaine, moi je n'ai confiance en personne dans ce système politique. Et j'ai voulu aller voir par moi-même. Et mon résultat, au bout de 35 ans de travail et 23 ans où je me suis un peu plus intéressé à la politique, on est tout seul. Vous êtes tout seul. Vous restez des Africains. Et le mieux, c'est de préparer votre retour le mieux possible et sur une terre qui ne vous est pas hostile. Je pense que ce qui m'est arrivé ne me serait pas arrivé si j'avais été blanc.
Je vous le dis clairement. J'aurais pas subi ce que j'ai subi. Des attaques racistes, Charlie Hebdo, me singeant avec une gueule de singe, un cerveau de ridicule. Enfin bon, les stéréotypes caricaturaux je vais pas me plaindre. Je suis pour la liberté d'expression. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je veux dire, la grande différence entre moi, un Coluche, un Desproges ou tout ce que vous voulez, c'est que je suis noir et que moi, mon rire, il dérange aussi parce que c'est le rire de l'esclave, c'est le rire qui fait peur, c'est le rire du diable pour le maître esclavagiste. Donc, je ne me plains pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pour ceux qui me disent ouais, mais politiquement c'est illisible, c'est un combat d'un éclaireur apache. C'est-à-dire, je suis parti tout seul. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne suis pas un modèle. J'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a absolument rien à attendre de cette démocratie, rien à attendre de ce système qui vous sera hostile jusqu'à la fin de vos jours. Maintenant, on peut, une fois qu'on a compris tout ça, alors soit vous devenez un nègre de maison, soit vous essayez de faire la paix quand même, et puis vous repartez tranquillement dans un endroit où vous pouvez vivre en harmonie avec les vôtres. Moi, je ne sens pas le racisme quand je suis au Cameroun. Je sens pas de pression particulière. Je sens le Cameroun est un pays qui travaille avec Israël. Eh ben les Israéliens du Cameroun, j'ai pas de problème avec eux. Je parle avec eux, on est au Cameroun et c'est une ambiance qui me va très bien. Ici, je ne peux pas parler. On m'interdit de parler. C'est la haine. C'est la haine de l'esclave qui se révolte. Alors bon, l'esclave, il se barre à un moment donné. Mais bon, je tiens à partir droit dans mes bottes, pas comme Alain Soral il peut plus refoutre les pieds en France. Moi, je veux revenir. Si j'ai des choses à payer, je les paye. S'il y a avec la justice, je vais aller au bout de ça. Et puis, je partirai quand je pourrai le faire. De toute façon, je suis déjà entre les deux. Voilà. Soral, je le plains parce qu'il est comme le CRIF, il est ni pardon ni oubli. Il me reproche d'avoir pardonné ou demandé pardon, mais il est qui lui pour me dire ça? Je lui souhaite de pardonner un jour et d'être pardonné et de demander pardon. C'est pour dans ma religion à moi je suis d'origine et de religion chrétienne, de culture. Le pardon, et je sais que c'est dans toutes les religions. C'est quelque chose de puissant qui vous relie directement à Dieu. Le fait de demander pardon, le fait de pardonner, c'est un moment de grâce. Bon, si lui, il en est pour l'instant incapable, je sais que à un moment donné de sa vie, peut-être à la fin de sa vie, dans les derniers instants de sa vie, il comprendra ce que je suis en train de dire. Mais bon, il est en colère et je pense il est pas là-dedans. Et j'ai cru comprendre aussi que bon, il gérait quand même c'est assez décevant, un petit business quoi. Je sais pas si on peut vraiment faire de la politique et un business. Autant un travail artistique, ça peut se comprendre. Les gens ils viennent vous voir. Mais autant être dans une sorte de morale politique et l'articulation avec le business, c'est quelque chose de compliqué. Et là, j'ai pu voir que finalement, ce qui était dangereux dans ma posture, c'était de déranger un peu le business, quoi. Mais bon, c'est pas le mien. Moi, je n'ai absolument aucun business là-dedans. Vous dites que vous ne croyez pas au système politique. Est-ce que vous croyez en un espèce d'élan collectif en Occident? Aujourd'hui, par exemple, je remarque qu'en ce qui concerne les différentes discriminations telles que le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc., des gens qui ne subissent pas forcément ces discriminations ont de plus en plus conscience de tout ça. Est-ce que cet éveil est possible? Oui, c'est un raisonnement qui ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est possible. Moi, je sors du champ politique parce que je pense être plus efficace en continuant, en poursuivant mon chemin d'humoriste, en essayant d'éveiller certaines consciences sur des questions. Euh, euh, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir aujourd'hui intervenir dans un débat politique scientifique même, je dirais, de politologue. Je n'ai pas ces compétences. Donc mais je pense que le rire, pour moi,
c'est presque une philosophie, c'est presque une religion. Un jour, il y aura peut-être un parti du rire, et là, je pourrais peut-être parce que les gens sérieux qui font de la politique, qui vous parlent de capitalisme, de socialisme, j'en ai vu, j'en ai croisé. Ce sont des humoristes qui ne le savent pas. Euh, c'est très beau, ce sont des très belles idées, mais très vite, je les ai vus changer, moi, je les ai vus évoluer. Je pense que les gens sérieux qui montent à la tribune gèrent leur carrière, gèrent leurs intérêts. Ils parlent du peuple et ils ont un talent pour toucher l'esprit, pour toucher les gens, mais en réalité, ils ne travaillent que pour eux. C'est ce que j'ai observé. Les seuls, ce sont peut-être les prophètes, Jésus-Christ, qui lui est allé au bout d'une véritable démarche politique, et donc il s'est fait crucifier. Et c'est effectivement, avec le constat que je peux faire, c'est que effectivement, si on veut faire sincèrement les choses, c'est malheureusement on s'expose à ce type de fin. C'est-à-dire, vous allez être par la manipulation médiatique et financière, vous qui êtes le sauveur, vous allez être crucifié et le peuple va se faire avoir. Il ne vous aura pas vu, il l'aura compris après. C'est pour ça que pour moi, le leader politique qui me touche, qui m'inspire, parce que c'est ma culture, mais c'est aussi ma religion, c'est le Christ. Et je pense que quand on est musulman, c'est le prophète de l'islam. Et je pense que les deux disent la même chose. Voilà. Et je pense qu'il faudrait qu'on se retrouve ensemble. Et la vraie politique, pour moi, c'est celle-là. C'est pas celle qu'on entend, je ne crois pas dans la laïcité, je ne crois pas dans l'égalité, je ne crois pas dans tout ça. Je crois pas. Je ne crois pas, en fait, dans le débat philosophique, les lumières, les philosophies. Je n'y crois pas. Je crois pas. Malheureusement, pour moi, dans ma vie et par rapport à mon expérience, seul le Christ, encore aujourd'hui, me paraît lumineux et me paraît être la seule voie possible. Je ne vois pas comment faire autrement que s'entendre sur cette planète sans le suivre. Je vois pas. Vous avez adressé une lettre pour demander notamment pardon à la communauté juive. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour faire cette démarche-là? J'avais la sensation depuis un certain nombre d'années d'être cantonné dans un rôle, dans une niche de quelqu'un qui incite à la haine envers les juifs. Et ça n'a jamais été ce que je pensais. Moi, j'étais simplement en réaction face à des juifs haineux. Donc, je leur répondais, et on est rentré dans une surenchère. Et eux se cachaient derrière la communauté juive. Et c'était tout le malentendu. Donc, moi, j'ai demandé pardon à cette communauté, en tout cas aux gens qui ont été blessés dans cette communauté, parce que au moment de quitter la scène, dans quelques mois, dans quelques années, peu importe, eh bien, je veux être en paix avec eux. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et, euh, et donc, le déclic, ça a été... je pense que nous fonctionnons, chez les Ewundo en tout cas, avec une certaine... un instinct avec les autres, avec la vie. Et mon instinct, mon inspiration, c'était de ne pas me laisser enfermer dans ce piège qui est la confrontation, la dualité, le combat. Les Juifs sont mes adversaires. Je ne voulais pas tomber dans cette... Le problème, il est bien plus complexe que ça, déjà. Il y avait certes un Juif, effectivement, avec qui j'ai été en guerre, mais même eux, aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, je sors de ce combat. Ils peuvent continuer à se battre contre qui ils veulent. J'étais devenu un épouvantail, ça m'a bien amusé, j'ai bien rigolé. Maintenant, voilà, je veux passer à autre chose. Et contrairement à ce que pense Alain, sans trahir absolument pas mes convictions, c'est-à-dire j'ai cru bien faire pour mon peuple, pour les Africains, pour les descendants de colonisés. Je pense avoir été au bout. Rencontrer Jean-Marie Le Pen, c'était très important. Jean-Marie Le Pen, évidemment, il est encore aujourd'hui montré du doigt, même s'il est malade, comme le mec, le raciste, tout ce qu'on veut. Non, non, c'est un nationaliste. Il était contre la décolonisation. Mais est-ce que cette décolonisation, elle a été bénéfique pour nous? Au Cameroun, en tout cas, je m'interroge. Est-ce que si on était devenu français,
bah, on aurait le RSA, on aurait le salaire moyen, il est de 100 euros, même pas. Donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette décolonisation? Qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait? Bah, il nous est arrivé que du début jusqu'à la fin, on a perdu. Et on s'est fait avoir. On nous a mis des gouvernements, des États qui n'en sont pas, des nations qui n'en sont pas. Aujourd'hui, tout le monde attend les Russes pour remplacer les Français. Bientôt, ce sera les Chinois. Voilà, on n'aura jamais une armée assez puissante pour pouvoir, de toute façon, nous battre contre ces gens qui ont l'arme nucléaire. Il y a un lien, d'ailleurs, entre le Cameroun et Israël, que j'ai découvert en allant au Cameroun. Ça se passe bien. Et moi, pour avoir été proche de tous les mouvements contre la colonisation, et notamment en Palestine, ben, comment régler le problème? Eh ben, je pense, moi, à mon avis, en parlant. Et ça, c'est pas en se battant. De toute façon, tout comme la Russie, tout comme les États-Unis, Israël est à l'arme atomique, Israël ne peut pas perdre une guerre. Israël peut entraîner un suicide collectif de toute la région. Mais donc il faudra forcément discuter avec Israël. Et je pense que cette confrontation et l'aspect militaire des choses, la solution militaire, pour moi, en tout cas, ça ne peut plus. On est dans un temps où il n'y aura plus de vainqueurs et plus de vaincus. Enfin, seuls évidemment, la dernière croyance de ce système qui s'effondre. Et heureusement, d'ailleurs, c'est la monnaie, c'est la finance, c'est eux cette nouvelle divinité qui est en train de s'effondrer en Ukraine. Pour moi, euh, Kémy y voit un combat entre capitalistes. Moi, je lui vois simplement la chute du dollar et de l'euro et l'émergence d'une nouvelle monnaie soutenue par l'armée russe et chinoise et des pays africains. Enfin, les matières premières africaines, on va dire, parce que le reste, on pèse absolument rien du tout. Donc c'est ça qui va faire que eh ben le monde va changer. C'est effectivement la domination occidentale, le cauchemar occidental, parce que pour moi c'est un cauchemar. On entrevoit la sortie. Et tant mieux. Sur Touche pas à mon poste, votre avocat s'est exprimé et il a dit qu'il a d'abord contacté le grand rabbin de Paris pour faire part de votre démarche de pardon. Comment ça a été reçu, ça? Ça faudra lui demander. Je crois que c'est des gens très prudents. Ils font beaucoup de politique en fait en France. En France, tout est. Bon, j'étais devenu un sujet extrêmement sensible. Donc, et je comprends tout à fait que ce soit le grand rabbin ou que ce soit n'importe qui, qu'on me gère avec énormément de prudence. Moi, je n'ai pas l'intention de m'engager en politique, euh, mais je marche plus dans la combine politique. Euh, je n'y crois plus. J'y crois plus du tout. Il y a beaucoup de gens qui doutent de votre sincérité en ce qui concerne cette démarche. Il dit il demande pardon, mais en fait, c'est intéressé. Enfin, mais quoi? Mais pour faire quoi? Parce que c'est ça la question. Bah, pour réhabiliter le système, par exemple. Pour faire quoi? Pour aller chez Hanouna? J'irai jamais chez Hanouna. C'est pas que je suis en paix avec lui, mais ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse. Mes salles sont remplies. Je fais ce que j'aime, le métier que j'aime. J'ai pas besoin de ce système-là. J'ai pas besoin de repasser dans les médias. Je sais pas moi qui est venu vous voir. Vous m'avez téléphoné. Et encore, vous êtes certainement pas. J'ai accepté aussi parce que vous vous êtes quand même dans un esprit qui correspond un peu à ce que j'imagine de faire évoluer les choses. C'est-à-dire, je préfère des médias en construction que des médias installés, des médias qui après gèrent comment dire, un autre aspect du business, parce que le média est aussi un business et donc il faut survivre dans cet univers. Je sais pas comment vous faites. Moi, ce que je sais, c'est que mon travail, c'est de faire. Je vends des places de spectacle et les gens se marrent et le contrat, il est parfaitement clair et limpide avec eux. Et ensuite, voilà, je pars en Afrique, je paye mes impôts évidemment, je paye les taxes, je paye les amendes, je paye tout ça. Mais j'ai surtout un métier que j'adore et c'est ça en fait qui me plaît moi, c'est que et qui fait que je ne me suis jamais essoufflé
dans cette confrontation, c'est que peu importe si on me saisit mes biens, on ne peut pas me saisir cette relation que j'ai avec le public, et c'est ça qui, moi, m'a fait vivre pendant toutes ces années. D'autres disent, il y a la lettre, c'est bien, mais qu'en est-il de la réparation? Voilà. Alors, réparation, on est en train d'y penser, là. Euh, alors, réparation, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis confronté parce que je connaissais très très peu déjà la religion juive. Donc, je crois qu'il y a une notion de réparation aussi. Mais le pardon est très présent. Je suis tombé là récemment, j'ai discuté avec des personnes de la communauté juive qui accueillaient volontiers mon pardon. Donc ça, c'était quelque chose qui était impossible avant cette lettre, et qui me parlaient effectivement de réparation. Mais pour eux, le pardon était quelque chose de très important en fait dans leur religion. Et j'ai découvert ça. Je savais que dans la religion chrétienne, c'était très présent. Dans l'islam, je connais moins la place du pardon, je sais pas. Euh, mais je suis sûr que le pardon a une bonne place aussi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous rejoint tous. C'est ça. Alors, c'est bizarre que ça puisse paraître difficile de pardonner, alors que c'est quelque chose de très simple. Alors peut-être que ça joue un peu sur l'ego. On a l'impression certains m'ont dit, ah ben non, il s'est défroqué. Non, il a pardonné. Pardonner, c'est pas défroquer. Au contraire, c'est enfiler vraiment l'habit, on va dire, de ce point central de ces trois religions. Enfin, même plus, je pense que le bouddhisme aussi. Donc, ceux qui ne croient pas dans la sincérité de ma démarche, il faut leur laisser le temps. Ils verront bien. Ils verront. Ils vont. Vous allez voir, vous, ce soir, que je n'ai pas besoin de euh, de ce pardon pour jouer dans des salles pleines devant un public. Je n'ai pas besoin de ça, puisque ce soir vous allez voir des gens. Il y a pas de médias, il y a rien en fait. Il se passe rien. Euh, c'est clair que en revenant dans le système, je vais passer de ce genre de salle à des salles à 5000 places, encore un peu plus grandes. Je vais le faire avant de partir au Cameroun. Je vais le faire. Mais je veux que ça se fasse dans dans un élan de réconciliation générale. Et je pense que le monde artistique, le monde humoristique en a besoin. Et les gens viennent me le dire, on en a besoin. Euh, tous ceux qui occupent aujourd'hui la scène humoristique en France, que je croise, je vais pas donner leur nom parce que je vais pas les mettre mal à l'aise, mais ils me disent, on attend que ça. On attend que ça s'arrête. Et qu'on puisse enfin souffler et rire. Parce que là, on ne peut plus rire. Et je pense que j'ai un rôle à jouer là-dedans, puisque j'ai été identifié, moi, comme étant les limites de cette expression. Je reviens sur la question, vous avez fait de l'argent aussi avec vos spectacles. Par ce biais, comme vous le dites, vous avez blessé des gens. On pourrait vous dire que c'est facile de dire c'est bon, pardonnez-moi, mais il y a quand même un aspect financier qui pourrait rentrer dans cette démarche-là. Ouais. Par rapport à ça, au côté financier, là, on va faire le Zénith le 14 septembre. Et l'idée, ce serait de reverser une partie des bénéfices à une association, peut-être deux. Euh, Ne pas prendre parti, c'est pas mon objectif aujourd'hui de prendre parti dans un conflit, mais d'essayer de réparer financièrement en reversant une partie des bénéfices d'un spectacle pour une association, celle qui voudra bien, celle qui va sentir la sincérité de la démarche et qui va se retrouver là-dedans. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurais répondu à cette question de dire bon, euh, c'est vrai que quand on fait ce métier et lorsque l'on a énormément de public, eh bien, on gagne de l'argent et on paye beaucoup d'impôts et en même temps on gagne de l'argent. Et ça n'est pas l'argent n'est pas le moteur pour moi. C'est un outil. Euh, Si je peux par cet outil-là réparer, ça sera volontiers. Personnellement, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient très fans de ce que vous faites,
J'ai remarqué que certaines personnes reprenaient aussi vos sketchs pour affirmer une posture clairement antisémite, par exemple, les juifs contrôlent le monde, des choses comme ça. Pensez-vous que vous avez une responsabilité Il y dans ça? a alors, tous les juifs, c'est toujours le problème de l'amalgame, hein, c'est important de ne pas le faire. Ceux qui disent tous les juifs dominent le monde, ces gens-là sont effectivement, je pense, dans une dynamique de haine, parce qu'ils entraînent les autres à haïr en fait tous les juifs. Moi, peut-être que certaines personnes ne m'ont pas compris. Je me suis battu contre un système dans lequel il y avait énormément de juifs qui m'étaient hostiles. Ils ne représentaient pas tous les juifs. L'amalgame, il est fait justement par ses adversaires pour dire. Alors, je pense que aujourd'hui, avec certains juifs qui ont reçu ma demande de pardon, on pourrait travailler à peut-être corriger ce dont vous êtes en train de me parler, qui est que peut-être des gens se sont laissés aller dans les amalgames, c'est-à-dire ont confondu Epstein, Madoff avec tous les juifs. Ce ne sont pas tous les juifs. Euh, il y a des escrocs juifs très puissants qui ont monté parmi les plus grandes escroqueries qui aient pu exister sur la planète. Oui, c'est une réalité. Dire l'inverse, par contre, c'est de la bêtise. Mais par contre, dire que tous les juifs sont des escrocs, non, c'est dangereux. Dans le monde du rap, il y a pas mal de rappeurs qui vous ont cité, par exemple Kalash Criminel, ou certains rappeurs qu'on a assimilés à vous, je pense à Freeze Corleone. Quels sont les rapprochements entre le rap et l'humour? En tout cas, votre démarche est celle des rappeurs. Alors déjà, il y a un rapprochement à faire avec parler de Freeze Corleone et ce sont des artistes noirs pour beaucoup dans le rap, des artistes ou maghrébins, mais en tout cas des afro-descendants. Donc on a un lien direct. Je suis leur grand frère. On a une même histoire. Euh, on a différents vecteurs de communication. On s'exprime pas de la même façon, mais on exprime quelque chose en commun. On exprime une histoire. C'est un cri. C'est. Je sais d'où ils viennent. Je sais d'où viennent leurs parents. Je sais comment on vit là-bas. J'y vis. Je leur souhaite d'ailleurs à tous de pouvoir faire des allers-retours. C'est très important. Euh, Sinon, ils vont être comme des plantes qui poussent en pot. C'est bien de temps en temps de se remettre dans notre terre et de savoir d'où on vient. Et puis, je les apprécie pour la plupart. Il y a un lien. On n'a pas besoin de se parler. On n'a pas besoin de se le dire. On, on est reliés. On est voilà. Je sais pertinemment que je les inspire et ils savent qu'ils m'inspirent, qu'ils me donnent de l'espoir parce que je me dis je me barre mais ils sont là quoi. Il se passe quelque chose. Euh, mais profondément, on n'est pas chez nous. Moi, c'est ce que je pense. Pas chez nous. Par rapport à Freeze Corleone, par exemple, il est accusé d'antisémitisme par une grande frange de la sphère politique. Son destin est différent du vôtre parce que lui n'a pas été condamné par la justice et il est encore très soutenu par les fans de rap. Je suis persuadé qu'on va se croiser dans peu de temps parce on a une connexion et mais j'étais devenu tellement infréquentable pour ce type de jeune rappeur. Je suis en première division, moi. C'est-à-dire que c'est encore un gamin. Donc on va se croiser, mais il faut que je normalise, que je repositionne encore un peu plus mon image pour qu'il puisse oser venir voir son grand frère. Qui se presse pas, je suis pas pressé, j'ai pas besoin de lui, il a pas besoin de moi. Mais je pense que ça lui donnera de l'énergie que de me voir, et j'en aurai, moi, de l'espoir en partant, en me disant, bon, ben voilà, je dois aussi transmettre à cette jeunesse qui est notre avenir, mon avenir aussi. Euh, je suis fier de lui, et je pense que c'est important qu'il le reçoive, comme moi je l'ai reçu de ceux d'avant, et comme il devra lui aussi le faire avec ceux qui vont suivre. Euh, alors moi on dit le baobab, c'est-à-dire c'est l'ancien déjà, c'est-à-dire à Souzoa.
Donc, dans notre tradition, c'est comme, et je pense que ici, ils ont leur tradition, mais on a les nôtres. Et il faut qu'on reste cohérent, unis. Moi, je le suis. De toute façon, quoi qu'il en soit, je suis uni. Et c'est pour ça, quand on me parle du rap, c'est une partie de moi. C'est une partie de mon chemin. Moi, je me suis exprimé autrement. Mais je suis un vieux. Mais je suis 100% solidaire. J'ai même pas besoin de le dire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est quoi votre actualité aujourd'hui? Alors, le Cameroun, je l'ai d'ailleurs là. La Bretagne, c'est parce que c'est ma mère qui est bretonne, donc j'y vais aussi régulièrement. Mais c'est elle qui est devenue camerounaise, pas le contraire. Donc, ben, je veux quitter la scène artistique apaisée, transmettre un message de paix. On doit avoir confiance dans notre talent, de toute façon. Vous êtes dans le rap, les afro-descendants sont de toute façon les plus brillants, parce que les plus inspirés. Donc cette inspiration, c'est la mienne. Eh ben c'est d'accompagner aussi ce mouvement avec les nouvelles générations, et puis bah, de me retirer à la retraite tranquillement après, si c'est possible. Si c'est pas possible, je vais en tôle. Je m'en fous un peu quelque part. Quelque part, moi, encore une fois, c'est derrière moi le truc. Si ici ils veulent faire encore, montrer l'exemple et dire non, Dieudonné, c'est pas possible, il faut le foutre en tôle. Bon, bah, mettez-moi en tôle si ça peut vous faire du bien. De toute façon, moi, c'est comme si je retournais chez moi, là-bas, je pas de problème, je serais très très bien encadré, j'ai pas de souci, la majorité des surveillants sont antillais, les détenus sont africains, bon, bah, j'ai envie de dire, ça va me faire un peu, je vais perdre du poids, et puis voilà, je serai très bien là-bas. Écoutez, merci, bon courage à vous. Et puis haut les cœurs. Et puis si on pouvait maintenant montrer un peu de sagesse et travailler ensemble, tous ensemble à l'apaisement, je pense que ce serait bien. Montrer que c'est pas nous les qui semons la haine, c'est pas nous qui poussons à la discorde, c'est pas vrai. Nous, on sait où on en est. Nous, bizarrement, les descendants d'Afrique, on a des racines. Ici, ils ont plus de racines. Ça font n'importe quoi. Donc, on va pouvoir aider en fait ce continent à retrouver le bon sens, parce qu'ils sont en train de partir en cacahuète totale. Là, j'en parle dans le spectacle. Bon, il y a des sujets qui touchent à la notion de divinité. Par exemple, l'euthanasie, c'est un vrai sujet. J'en parle dans le spectacle. Alors, rire de ça, c'est pas possible. Dans le respect, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de souffrance. L'idée, c'est de ne jamais nier la souffrance des gens. C'est pas mon propos à moi. Mais juger à la place de Dieu, ça, c'est une vraie question. Vous êtes qui pour dire un psychiatre que cet homme est incurable à 23 ans, une femme, parce qu'elle est dépressive? Je veux dire, vous êtes qui pour mettre un coup de tampon et nous dire lui injecter la mort? Ça, c'est un sujet où je pense l'Afrique, les Africains ont des choses à dire.